Bonjour à tous auditrices et auditeurs, vous écoutez Natsukashi, le podcast manga, et j'espère que vous vous portez bien en cette fin d'année. Comme annoncé dans l'épisode précédent, et parce que c'est clairement de saison, je reviens pour vous parler des titres qui m'intéressent le plus parmi ceux, et ils sont déjà très nombreux, qui ont été annoncés pour l'année 2024. Je me suis même fait un peu violence parce que je vais vous présenter ça sous forme d'un top, ce sera un top 15, donc de la 15e à la première place. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous vous dites peut-être que j'aime beaucoup parler de titres que j'ai pas lus, ce qui peut sembler un peu étonnant sur le papier, parce qu'entre l'épisode Wishlist et l'épisode Attente 2024, effectivement, il s'agit que de titres que j'ai pas lus. Et si évidemment j'ai pas prévu de faire que ça, et vous pourrez le constater dès le prochain épisode, qui sera lui aussi très clairement de saison, je dois quand même vous confirmer que oui, c'est le cas, j'aime bien parler de titres que j'ai pas encore lus. En fait, j'adore faire des études de marché pour tout et n'importe quoi. Alors tout changement d'un appareil électronique par exemple c'est un prétexte pour mener ce genre d'études et je peux y passer littéralement des heures. Un peu dans le même délire, je suis un peu fou quand il s'agit de planifier des voyages et je peux y prendre parfois presque autant de plaisir que dans le voyage en lui-même. Je pense que vous cernez un peu le type de personnage que je peux être. Alors maintenant je vous laisse imaginer ce que ça peut donner avec ma plus grande passion, les livres. Et donc ouais, je suis très clairement du genre à faire des études de marché d'ampleur, sur lesquelles je vais passer des heures pour dénicher des titres qui m'intéressent, faire des listes, tout ça, en lisant des synopsis évidemment, des avis que je vais eux-mêmes juger en fonction de la crédibilité qui me renvoie, en épluchant des catalogues, d'éditeurs, des bibliographies d'auteurs, toutes ces petites choses qui vont bien. J'ai notamment fait ça très récemment pour me faire une petite liste de comics et de romans graphiques qui m'intéressent beaucoup, moi qui suis assez néophyte dans ces domaines, et justement pour profiter de Noël pour lire un peu autre chose que du manga, aussi parce que j'ai clairement envie de détendre mes lectures au 9e art au sens large on va dire. Et je peux vous dire que ça m'a pris d'abord beaucoup de temps de mon côté, parce que l'offre est quand même extrêmement large, quand bien même je me suis limité à des genres bien précis, et aussi parce qu'une fois que j'ai eu fini mon étude de marché de mon côté, je vous ai demandé sur Instagram et sur Threads, oui, j'ai rejoint Threads, vos recommandations, et alors là c'était le début de la fin, parce qu'il m'a fallu pas mal de temps pour évaluer tout ce que vous m'aviez conseillé. J'ai vraiment reçu pas mal de recos, et je vous remercie d'avoir joué le jeu. Bref, je pense que je suis un petit peu en train de m'égarer, mais c'était important pour moi de recontextualiser tout ça. Mais je vous promets, on va bientôt switcher et parler de titres que j'ai lus, et donc je pourrais vous en dire un petit peu plus. Revenons donc au cœur de cet épisode, c'est-à-dire les sorties 2024, et au classement de celles qui m'intéressent le plus. Ici j'ai fait assez simple, pas d'études de marché de fou furieux, j'ai simplement regardé le planning Manga Collect, croisé avec quelques news. Évidemment c'est subjectif, évidemment il y a sûrement des titres que j'ai déjà vu passer, qui m'intéressent et que j'ai oubliés, c'est possible, c'est pas dramatique. Dans tous les cas, avant d'entrer dans le vif du sujet avec le numéro 15 de la liste, je vais d'abord rapidement vous parler de titres qui ne font pas partie de cette liste mais que j'ai quand même envie de mentionner. On aura d'abord quelques rééditions, que j'ai décidé de pas intégrer à Stop parce que je veux vraiment parler de pure nouveauté, mais ça n'empêche que je les attends de pied ferme. J'en profiterai aussi pour vous parler de quelques nouveautés mais sur lesquelles je suis très peu renseigné, pour lesquelles j'ai un début d'intérêt, mais on ira très vite sur ces titres-là. Je vais aussi essayer d'éviter de vous parler de titres qui n'ont pas encore été officiellement annoncés, Ushio Tutora par exemple, mais bon, on peut pas vraiment dire encore si ça sortira en 2024 ou en 2025. Et vous verrez aussi que j'ai eu un petit couac lors de la réalisation de mon top, et donc j'ai deux titres qui auraient pleinement mérité leur place dedans et qui n'en feront pas partie, mais j'en parlerai quand même en amont et je vous expliquerai pourquoi. Alors, si on commence avec les rééditions, j'imagine qu'il y en a pas mal d'autres, mais là je vais me limiter à 3 titres. Le premier c'est un one-shot qui s'appelle Le Chien Gardien d'Étoiles par Takashi Murakami, et qui va être réédité chez Pika, et j'imagine bien en format Pika graphique. C'est un one-shot qui a un statut, j'ai envie de dire, quasi culte, et qui a l'air extrêmement touchant. Je crois que je vais avoir du mal à ne pas lâcher ma petite larme, surtout que j'adore les chiens, je suis très sensible à ce genre d'histoire. Oui, le chien, c'est clairement le meilleur ami de l'homme, et vraiment, je suis très très client de ce genre de titre. Et cette réédition, elle va apparaître le 24 janvier 2024. Donc ça vient très très vite, et vous verrez d'ailleurs que une grande partie des titres dont je vais parler en fait dans cette vidéo, mais ils arrivent très très tôt en fait dans l'année. Évidemment, tout n'a pas encore été annoncé, c'est essentiellement les sorties à venir, mais très clairement, on a des mois de janvier et février qui vont être mais ultra chargés en sorties de grande qualité. Ça fait hyper plaisir et ça donne grave envie d'y être.
La deuxième réédition dont je vais vous parler, c'est évidemment celle de Slam Dunk, l'édition Deluxe de Takehiko Inoue. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Je sais pas, aussi dingue que ça puisse paraître. Ne me jugez pas, j'ai jamais lu Slam Dunk. Et clairement, je suis super content en fait d'avoir rongé mon frein pendant tout ce temps pour patienter jusqu'à la Deluxe, parce que très clairement, cette Star Edition, elle me faisait pas du tout envie. Là, on va être sur un format A5, des pages couleurs, 24 tomes, ça a l'air d'être du beau travail, et le premier volume sortira le 19 janvier. La troisième réédition dont j'ai envie de vous parler, c'est un titre dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il s'agit de Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya. Le premier volume paraîtra chez nous le 7 février 2024. Il s'agira d'une édition Masterpiece chez Pika. Et d'ailleurs, c'est important aussi de noter que ce titre n'a même pas encore été annoncé officiellement chez Pika. Mais là, j'en parle parce qu'on le trouve partout, sur tous les sites de revente, etc. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc j'en ai parlé dans mon épisode précédent de ma wishlist manga, et en fait, je vous disais que j'espérais qu'il soit réédité. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux en fait parce que je pense que j'en avais déjà entendu parler de cette réédition et au moment de préparer le précédent épisode, j'ai pu être capable de retrouver de news. Et c'est tout simplement dû au fait que Pika ne l'a pas annoncé en fait encore. Mais en parlant avec certains d'entre vous et en vérifiant, très clairement, le titre il est déjà présent partout, maintenant sur Manga Collect également, mais il était déjà présent sur les sites de vente en amont, et très clairement ça arrive bientôt, et il serait peut-être temps que Pika se bouge un petit peu et communique sur le titre parce qu'il est hyper intéressant en fait. Et donc je sais plus si je l'ai dit, mais cette réédition, elle sera en 13 volumes, et donc je pense qu'on est quasiment sur du double tome en fait. Parce que de mémoire, initialement, le titre fait autour de 25 volumes. Donc je vous ai maintenant parlé des rééditions qui m'intéressent, je vais maintenant vous parler des réelles nouveautés, mais qui meurent un petit peu au pied de ce top pour différentes raisons. La première nouveauté dont j'ai envie de vous parler, c'est un titre sur lequel je suis pas extrêmement renseigné au final, il s'agit de Ma vie en 24 images par seconde. Il s'agit d'un one-shot autobiographique sur la vie de Rintaro, qui serait un grand nom de l'animation, un grand réalisateur d'animé. Alors faut savoir que j'y connais strictement rien, ça fait 10 ans que je regarde plus d'animé, j'ai une culture dans ce domaine qui est quasiment inexistante, mais là où ça m'intéresse, c'est tout d'abord le format one-shot, également le fait que ce soit une autobiographie. Après, on a l'air d'être sur un grand format, un truc un petit peu sympa, une collaboration entre Dargo et Kana, et je pense que très clairement c'est quelque chose qui peut me plaire. Après je suis pas plus renseigné que ça, c'est pour ça qu'il est pas forcément dans le top. Alors j'ai pas bien fait mon travail pour ces titres que je souhaite simplement mentionner, mais je suis sûr que ça sort en janvier, j'ai juste plus la date exacte sous la main. Ensuite j'ai également envie de vous parler d'un titre qui va paraître chez le Lézard Noir qui s'appelle Le Cri du Kujima, et vraiment je ne fais que le mentionner, je sais quasiment pas de quoi ça parle, c'est simplement une sortie du Lézard Noir, et je dois vous avouer que tout ce que sort le Lézard Noir m'intéresse quasiment, dès lors que c'est dans des genres qui me plaisent. Là où je vais un petit peu moins aller, c'est tous les titres un petit peu horreur, Eroguro, etc. qui vont sortir, c'est moins ma came. Mais dès qu'on est sur des titres un petit peu plus tranche de vie, un petit peu plus société, etc., ça c'est tout à fait mon genre de titre. Et donc le Cri du Kujima, ça a l'air d'être dans ces vibes-là, et donc c'est un titre qui m'intéresse. Après, une autre sortie que j'ai envie de mentionner chez Pika Édition, et comme pour les titres précédents, j'ai pas bien fait mon travail, je sais pas exactement quand ça sort, mais je crois que c'est également assez tôt dans l'année. Pour le Cri du Kujima, ça j'en suis moins sûr par contre. Il s'agit de Gokurakugai, un one-shot, et c'est à peu près tout ce que je sais. J'ai pas vraiment retenu le synopsis, les dessins ont l'air très beaux, donc je me dis que voilà, c'est pas un gros investissement et ça vaudra le coup d'être lu. Par contre, je suis pas sûr que ce soit un titre mémorable, on verra ce qu'il en est. Mais ouais, ce qui m'a intéressé, c'est un one-shot, de beaux dessins, ça a l'air d'être un petit peu action, bon divertissement, ce qui n'est pas forcément le genre de titre qui se prête le mieux au format court en un seul volume, mais donc je suis assez curieux simplement de voir ce que ça donne. Derrière, j'ai aussi envie de vous parler d'un titre qui s'appelle Joyeux Démon, qui va paraître chez Atelier Akatombo, et celui-ci je l'ai simplement noté parce qu'il s'agit d'un one-shot par l'auteur de Mazarian, qui est paru en 2023 chez Naban, et qui a eu un petit succès, enfin, la plupart des gens qui l'ont lu avaient l'air d'être assez contents. Moi j'y suis pas allé, mais voilà, pourquoi pas découvrir l'auteur par un one-shot qui va paraître en 2024, avant éventuellement d'aller vers Mazarian, même si j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu léger. Ensuite, je mentionne simplement 2 titres d'un même auteur, d'une même autrice même. Enfin, je pense que c'est une autrice, il s'agit de Fumiya Anashi. C'est donc une autrice ou un auteur, je ne sais pas, qui n'a jamais été édité en France encore, et elle a 2 titres qui vont paraître l'an prochain, donc en 2024. Il s'agit de La règle de 3 chez Casterman, et Kemutai Anashi chez Naban. Ce dernier c'est un one-shot, et La règle de 3 je sais plus exactement, mais ces titres je me permets de les mentionner parce que j'ai l'impression, de ce que j'en ai vu, quelques images de planches, etc., que c'est typiquement le genre de titre qui pourrait me plaire. Donc à ce stade, je me suis pas beaucoup plus renseigné, j'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, je les ai juste un petit peu mis de côté déjà, parce que je pense que je vais m'y intéresser au moment où ils sortiront.
On passe à 2 autres titres que j'ai pas inclus dans ce top à proprement parler, mais je vais faire un peu plus que les mentionner, parce qu'en fait, ils auraient très clairement dû être dans ce top, ils avaient leur place, et ils avaient même une bonne place, je pense, dans ce top. Simplement, ces 2 titres de chez IMHO qui étaient prévus pour sortir en 2023, qui ont été repoussés plusieurs fois, et donc finalement, ils vont sortir en 2024, mais j'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram notamment, et en fait, au moment de faire cette liste-là pour 2024, ça m'a un peu échappé, parce que moi j'associe ces titres à des titres 2023. Donc voilà la raison pour laquelle ils sont pas inclus à proprement parler dans ce top, mais ça veut pas dire qu'ils m'intéressent moins, bien au contraire, je pense qu'ils auraient eu des places tout à fait honorables d'ailleurs dans ce top-là. Et donc à partir de ces fameux 2 titres de IMHO et également pour tous les titres de mon top, ce que je vais faire c'est que je vais vous donner les quelques détails importants, l'éditeur, l'auteur, la date de sortie, etc. Vous faire un court synopsis, et histoire de ne pas m'égarer et de cadrer un peu la chose, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles ces titres m'intéressent et sont présents dans mon top. Bon, encore une fois, sauf ces 2 titres-là, mais vous m'avez compris. Donc le premier titre qui n'est pas dans le top mais qui aurait eu toute sa place, c'est Cocoon, un one-shot qui va paraître chez IMHO le 19 janvier 2024. Il s'agit d'une tranche de vie historique dans laquelle on va suivre un groupe d'infirmières à Okinawa pendant la Seconde Guerre mondiale qui va lutter pour sa survie. C'est un one-shot qui a l'air vraiment fabuleux, et je pense que si j'avais dû le classer, il aurait été aux alentours de la 5-6e place, donc vraiment c'est un titre que j'attends énormément. Alors si je dois vous donner 3 raisons pour lesquelles le titre m'intéresse, c'est tout d'abord le mélange tranche de vie et historique, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale qui me passionne toujours, et le fait finalement d'aborder la Seconde Guerre mondiale sous un angle différent. Non pas en parlant de la Seconde Guerre mondiale en elle-même, mais plutôt de la façon dont elle a influencé la vie d'une catégorie de personnes en fait. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est le dessin qui a l'air vraiment superbe, dans un style un peu aquarelle, c'est même peut-être carrément de l'aquarelle, à vrai dire j'en sais rien. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. Et la troisième raison, c'est très clairement le format one shot, un format que j'adore, j'en ai de plus en plus. Tous les prétextes sont bons pour lire de nouveaux one shots, et en plus celui-ci il a tout pour devenir l'un de mes one shots favoris, donc très clairement j'ai hâte de l'avoir. Le deuxième titre qui n'est pas dans ce classement, mais il y aurait aussi eu sa place, je pense qu'il aurait été classé entre la 8e et la 11e place, quelque chose comme ça, pour vous donner une petite idée. Ce titre, il s'agit du Monde Fantastique de June, de Shotaro Ishinomori, auteur qui me tient vraiment à cœur, vous le savez si vous avez écouté les épisodes précédents. Alors je vous avoue que là j'ai un gros doute, à la base ça fait 2 volumes, mais est-ce que là ça va être mis en one shot ou pas, je ne sais plus, en tout cas, soit l'intégrale, soit le tome 1 sort le 5 janvier 2024, à confirmer, j'ai pas bien fait mon travail, je m'en excuse. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle on va suivre June, qui souhaite devenir mangaka, comme son père, mais ce dernier y est férocement opposé. Apparemment c'est un titre vraiment unique, quasiment muet et très onirique. Les raisons pour lesquelles ce titre m'intéresse, c'est tout d'abord évidemment Shotaro Ishinomori, mon auteur patrimonial favori, et je l'imagine vraiment briller sur ce genre de titre, notamment en ressortant de ma lecture assez récente du Voyage de Ryu, un titre assez onirique avec peu de texte et des planches très parlantes, franchement je l'imagine parfaitement, je sens que ça va être une lecture vraiment marquante. La deuxième raison qui fait que ce titre m'intéresse, c'est que ce titre, il a l'air d'avoir une vraie aura, quasiment la réputation d'un titre culte en fait au Japon. Et la troisième raison, c'est cet angle un peu où on va parler d'un jeune enfant qui rêve de devenir mangaka. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part autobiographique dans ce titre? Je me le demande. L'aspect onirique est fantastique peut-être en moins, mais c'est clairement un sujet qui m'intéresse. Moi qui souhaite en apprendre plus sur l'auteur au-delà de son œuvre. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire également, et de toute façon ça sort très bientôt, donc c'est parfait. Alors voilà, je crois qu'on a été sur l'introduction la plus longue de l'histoire du podcast, j'exagère un peu, mais on va enfin pouvoir rentrer dans les choses sérieuses et démarrer ce top des titres que j'attends le plus pour l'année 2024. Bon, même si encore une fois, on l'avait déjà un peu commencé avec les 2 titres précédents. En 15e position de ce top, j'ai envie de vous parler d'un titre qui s'appelle Nine Peaks, que j'ai découvert assez récemment. C'est un titre qui va paraître chez Kiun, qui est toujours en cours au Japon avec 7 volumes. Le premier volume paraîtra en France le 6 juin 2024, donc c'est un des titres de la liste qui paraît le plus tard, peut-être même celui qui paraît le plus tard, et c'est par Tetsuhiro Hirakawa, qui est notamment l'auteur de Clover, si je ne m'abuse, un titre que je connais pas particulièrement, mais qui je crois a une petite réputation dans le genre Furio. Alors Nine Peaks, de quoi ça va nous parler? C'est l'histoire d'un voyou qui fait tout ce que font les voyous dans les Furios, et qui est en opposition avec son père, qui est le gérant d'un restaurant sans problème. Un jour, son père meurt dans un accident, et à son enterrement, en fait, il apprend que son père a été une légende des gangs, qu'il a en quelque sorte unifié dans sa jeunesse. Alors qu'il souhaite rendre un dernier hommage à son père, il va se passer un certain événement,
et notre héros va se retrouver plongé 22 ans dans le passé, avec son père, à l'époque où il était aussi un voyou digne des meilleurs furios. Père et fils vont alors faire équipe pour unifier les gangs, à nouveau si je puis dire. Alors, pourquoi ce titre m'intéresse ? Bon, déjà vous le voyez, il est classé en 15e position, donc on est sur un intérêt limité, mais j'ai quand même quelques raisons de m'y intéresser. La première, c'est la relation père-fils. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, j'ai hâte de voir comment elle va être développée. J'aime profondément mon père, c'est une personne très importante dans ma vie, et donc c'est clairement une thématique à laquelle je suis sensible, et finalement c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent. Généralement dans ce genre d'histoire, les parents ils sont un peu mis en second plan. Comment la relation père-fils va être traitée, vraiment ça m'intéresse. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai envie de laisser une chance à ce titre. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est le fait que ce soit du Furio. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je vais vous dire, mais en fait le Furio, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais pour autant, étant donné que j'en ai pas beaucoup lu, j'ai quand même envie d'en découvrir quelques-uns, là d'autant plus c'est un Furio assez récent, par un auteur qui a déjà eu une bonne réputation sur un titre dans le même genre, donc Clover dont je vous parlais plus tôt. Donc voilà, je suis quand même curieux de le lire, bien que ce soit pas mon genre de prédilection. La troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, et vous vous êtes peut-être fait la réflexion si vous ne connaissiez pas encore le titre, c'est que ce titre il a finalement pas mal de points communs avec Tokyo Revengers, l'aspect Furio, l'aspect voyage dans le temps, etc. Tokyo Revengers, honnêtement, j'ai bien aimé les quelques premiers tomes, et puis j'ai vendu la série parce que finalement je trouvais ça nul, et donc je suis vraiment curieux de voir si ce titre, Nine Peaks, va en fait faire mieux que Tokyo Revengers. En 14e position de ce top, j'ai envie de vous parler d'un titre qui s'appelle No Manga, No Life. Il va être publié chez le Lézard Noir, ce sera terminé en 2 volumes, et le premier tome sort le 6 mars 2024. Il s'agit d'un titre de Minetaro Mochizuki dans lequel on suit le quotidien, et notamment la vie de famille, d'un mangaka banal. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le titre, enfin sur le synopsis en tout cas, parce qu'on trouve pas énormément d'informations sur internet et que j'avais pas envie d'y passer des heures, mais ce titre il m'intéresse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Mochizuki, c'est un auteur dont j'ai adoré Chisakobe, un titre de tranche de vie également, j'ai un peu moins aimé Tokyo Kaido, mais ici on a l'air d'être clairement dans des vibes qui pourraient rappeler Chisakobe, et pour cette raison il y a très clairement moyen que ça me plaise. Après, je n'ai pas lu Dragon Head de Mochizuki, ça m'intéresse un petit peu moins, mais ces titres de tranches de vie qui paraîtront chez le Lézard Noir dans le futur, c'est très clairement des choses que j'aurais envie de lire. La deuxième raison pour laquelle j'ai envie de lire ce titre, c'est parce que j'ai une confiance quasi aveugle dans les choix du Lézard Noir, et par défaut, si vous voulez, j'ai plus ou moins envie de tester tout ce qu'ils vont sortir, hormis ce qui sort dans des genres qui sont clairement pas mes genres de prédilection, comme je vous le disais tout à l'heure, type horreur ou Eroguro. Et la troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est l'espèce d'aura de mystère là que j'ai trouvé autour du titre. On n'a pas beaucoup d'infos en fait. Quand on cherche des synopsis, etc., on trouve quasiment rien. Et du coup, forcément, ça me rend un petit peu curieux. En 13e position de ce top, on retrouve un titre qui s'appelle Le Chemin de l'Amitié. C'est un titre d'Ikue Aizawa qui va paraître chez Naban. C'est un one-shot qui va paraître en 2024, mais on n'a pas encore de date de sortie. C'est une tranche de vie toute simple dans laquelle on va suivre l'amitié naissante entre deux garçons, ni plus ni moins. Alors pourquoi ce titre m'intéresse ? La raison principale, c'est Ikue Aizawa. C'est une autrice que j'aime énormément, ça a été un immense coup de cœur quand je l'ai découverte par l'intermédiaire de Demande à Modigliani, série terminée en 5 tomes également parue chez Naban et que je vous recommande très très chaudement. Je la trouve extrêmement douée pour écrire des relations d'amitié. C'était déjà le cas dans Demande à Modigliani, dans laquelle on a une amitié entre 3 étudiants en art qui est juste exceptionnelle. Elle sait très clairement écrire des bons personnages, des bons dialogues. Elle maîtrise la tranche de vie comme peu de monde sait le faire, je trouve, bien que ce soit une jeune autrice. Et c'est très clairement une autrice dont j'ai envie de lire toutes les œuvres qui paraîtront en France. D'ailleurs, j'ai également lu Bienvenue au Café des Chats, un one-shot également paru chez Naban, qui est nettement moins mémorable que Demande à Modigliani, mais qui est une bonne petite lecture également. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, et je l'ai déjà dit un petit peu indirectement, c'est toujours le format one-shot. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis très très client. Et la troisième raison, c'est Naban, qui est une jeune maison d'édition que j'essaye de suivre un maximum, même si tous les titres qui sortent ne m'intéressent pas. Si j'ai un petit peu d'intérêt pour le titre, généralement, j'essaye vraiment d'y aller. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a pas mal de titres de Naban en fait dans ce top 15, il y en a quelques autres qui arrivent. En 12e position de ce top, j'ai envie de vous parler d'un titre qui s'appelle Die Wergelder. Je le prononce certainement très mal, c'est certainement germanique, j'ai jamais fait d'allemand, en tout cas je sais clairement pas comment le prononcer. C'est un titre qui va apparaître chez Pika
Le tome 1 sortira le 24 janvier 2024, il y a actuellement 7 tomes en cours au Japon, et c'est un titre de Hiroaki Samura. Le synopsis est pas super clair, mais apparemment on suit des histoires de vengeance de 3 femmes, un peu type femme fatale, qui seraient redoutables au combat. Je sais pas exactement quel sera le lien entre elles, parce que pour le moment je comprends qu'au début elles ont leurs propres histoires de vengeance, je sais pas si elles seront reliées ou pas, peut-être, j'imagine ça ferait du sens. Mais voilà, c'est assez sommaire, mais c'est tout ce que je peux vous dire sur le synopsis, parce qu'on trouve, pareil, pas grand-chose de très parlant. La première raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est que actuellement, il faut le dire, je lis quand même beaucoup de titres assez chill, assez tranche de vie, et un bon titre défouloir de temps en temps, très violent, orienté action, ça fait du bien aussi, et là on a clairement l'air d'être en plein dans ces vibes-là, ça va être un pur divertissement. La deuxième raison pour laquelle j'ai envie de lire ce titre, c'est l'auteur, évidemment, une véritable pointure, je pense que vous le connaissez tous, l'auteur de L'Habitant de l'Infini, l'auteur du moins connu Born to be on Air, l'auteur de Snegoroshka, un one-shot qui m'intéresse également. Et en fait, j'ai une relation un petit peu particulière à Samura, c'est que pour le moment, j'ai encore véritablement accroché à aucun de ses titres. Born to be on Air, c'est un titre qui m'intéressait énormément, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas trop accroché. Je les ai gardés parce que j'ai vraiment envie de donner une deuxième chance à cette série, mais finalement j'ai du mal à y aller. L'Habitant de l'Infini, j'ai voulu démarrer avec la réédition chez Saka en 2023, et finalement le premier volume il m'a laissé un petit peu de marbre, je dois bien vous l'admettre, et donc je me dis pourquoi pas lui laisser une nouvelle chance avec ce titre-ci, et peut-être que ça me motivera à poursuivre un petit peu les 2 autres, s'il s'avère que celui-ci est une bonne surprise. Et donc voilà, j'ai envie de persister un petit peu parce que c'est un auteur qui a une aura incroyable, et d'ailleurs il vient au Festival international de la BD d'Angoulême en janvier, et ça c'est quand même une sacrée tête d'affiche. La troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, et ça rejoint un petit peu les 2 autres, c'est que j'imagine très clairement que le trait, il faut bien le reconnaître, qui est magnifique de Hiroaki Samura, je pense qu'il peut faire des merveilles avec le côté action et femme fatale de ce titre. En 11e position, on retrouve un titre qu'énormément de monde attend, qui va paraître chez Mangetsu. Il est terminé en 11 volumes au Japon, le premier volume paraîtra en France le 10 janvier 2024, donc ça arrive très vite également, et c'est un titre de Kazumi Yamashita. Dans ce titre, donc Land, on suit une communauté qui vit sous le joug de dieux protecteurs géants, des kami, qui sont craints par les habitants. On suit une jumelle qui a perdu sa sœur, qui a été sacrifiée à ces dieux 8 ans plus tôt, et qui va essayer de voir ce qui existe au-delà de son monde très étroit. Alors j'ai essayé de vous faire un petit peu un synopsis avec ce que je comprenais de ce que je disais, parce que quand je vous fais un synopsis, généralement je me contente pas de lire le synopsis, je le restitue à ma sauce, on va dire, sauf que évidemment ça peut avoir son lot d'imprécisions, parce que, comme je le dis toujours, je n'ai pas lu l'œuvre. Les raisons pour lesquelles ce titre m'intéresse. La première, c'est que Land a été le gagnant du Grand Prix Osamu Tezuka en 2021. Et il s'agit tout simplement d'un, si ce n'est du prix le plus prestigieux qu'on puisse gagner quand on est un manga au Japon. Pour vous donner une petite idée, d'autres gagnants dans des genres différents au cours des 10-15 dernières années, on a Une vie dans les marges, Le pavillon des hommes, Kingdom, La lanterne de Nyx, March comes in like a lion, et plein d'autres. Clairement, on a que des titres super qualitatifs. Donc se dire que ce titre-là, il est venu rafler le prix en 2021, c'est clairement un énorme indice d'une très grande qualité. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est que l'autrice, donc Kazumi Yamashita, c'est une autrice inédite chez nous, si je ne dis pas de bêtises, mais qui, semblerait-il, a une carrière vraiment prolifique au Japon. C'est une autrice qui est pas loin d'avoir 40 ans de carrière en fait au Japon, qui apparemment a sorti pas mal de titres, notamment des shoujo, et donc ça me rend assez curieux de son travail en fait. On n'est pas sur une autrice débutante, on est sur une autrice qui a de la bouteille, et ça va très clairement dans le sens de se dire que Land est probablement très solide en fait. La troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est qu'il a l'air de brosser un éventail de thématiques très riches. On est sur une série ni trop longue ni trop courte, 11 volumes, assez sombre, fantastique. C'est un petit peu tout ce que j'aime en fait. Donc au final, Land, il n'est pas classé si haut dans ce top parce que c'est un titre que j'ai découvert assez tard et donc j'ai pas eu le temps d'être vraiment hypé dessus, mais il y a de fortes chances pour que ça me plaise vraiment beaucoup, et pourquoi pas que ça devienne un titre assez important pour moi, à suivre. En 10e position de ce top, on retrouve un titre qui s'appelle Song About Green. Ça va paraître chez Saka, donc la collection manga de Casterman. C'est par l'autrice Gao Yan, et la série sera terminée en 2 volumes. Selon l'éditeur, il s'agit d'une histoire d'amour autour de la musique, assez douce et poétique, et le premier volume paraîtra le 15 mai 2024. J'ai pas grand chose de plus à vous dire au niveau du synopsis, parce que, pareil, on trouve pas beaucoup plus d'infos à ce stade. Les raisons pour lesquelles Song About Green m'intéresse, c'est tout d'abord
le fait que ce soit un titre d'une autrice taïwanaise. J'adore Taïwan, c'est vraiment une île coup de cœur pour moi. J'ai eu la chance d'y aller et cette île, elle sera très clairement toujours dans mon cœur. J'ai un très fort affect pour cette île. Et cette autrice taïwanaise, elle a quand même réussi le tour de force d'être prépubliée au Japon. Et il n'y a pas tant d'auteurs que ça qui y arrivent, alors c'est pas une situation inédite, mais je pense que quand on est une autrice ou un auteur étranger, réussir à être prépublié au Japon, c'est quand même un vrai tour de force. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ce titre m'intéresse. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est qu'il s'agit tout simplement de thématiques qui m'intéressent, d'un éditeur que j'apprécie. Voilà, il y a un petit peu tous les ingrédients qui sont présents pour que ça fonctionne sur moi. Et la troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, et elle est vraiment pas des moindres, c'est le dessin qui est juste exceptionnel. Je vous invite à aller voir des planches. Alors ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde, mais malgré tout, je pense que ça peut plaire à une grande majorité de personnes. Et vraiment, le dessin, il est incroyable. Tapez juste le nom du titre, donc Song About Green, sur internet, allez voir les covers, et régalez-vous. C'est juste magnifique. J'ai très très hâte d'avoir l'objet entre mes mains. En 9e position de ce top, on retrouve Barbara, l'entre-deux-mondes. Un titre de Moto Hagio qui va être publié chez Akata, qui sera terminé en 2 tomes et le premier volume paraîtra le 25 janvier 2024. Dans ce titre de science-fiction, on suit un guide de rêve, une personne qui a la possibilité d'influer sur les rêves des autres, de s'y rendre peut-être et d'interagir avec eux, quelque chose comme ça, c'est très typique SF. Et donc ce guide de rêve, il va devoir plonger dans les rêves d'une adolescente qui est dans un genre de coma depuis 7 ans et qui vit en fait elle-même dans ses propres rêves. Mais en plongeant dans les rêves de cette jeune fille, ce guide va découvrir un monde qui ressemble à une création de son propre fils à lui, et dans le cadre de cette mission, il va devoir se confronter à son passé. C'est toujours très difficile de pitcher des titres de SF, mais je pense que vous avez compris un petit peu les grandes lignes. Alors pourquoi ce titre m'intéresse ? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un titre de Moto Hagio, une très grande dame du manga, de qui j'ai envie de découvrir le plus de titres possible, tout simplement. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est qu'il s'agit d'un titre de SF, un genre vers lequel j'allais assez peu auparavant, mais qui très clairement m'intéresse de plus en plus. La troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est en fait une parfaite synthèse des 2 premières raisons. Parce que ce qui m'a fait avoir un coup de cœur initialement pour le travail de Moto Hagio, c'est son récit de science-fiction Nous sommes 11, dont j'ai déjà parlé, je pense, principalement sur Instagram, mais j'en ai vraiment beaucoup parlé, qui est un récit que j'ai juste adoré. Il était présent dans l'anthologie Moto Hagio, anthologie qui est rééditée également en ce début d'année et que je n'ai pas mentionné parce que moi je la possède déjà. Mais voilà, Nous sommes 11, c'est vraiment un titre qui m'a profondément marqué, et donc pour moi, lire de la SF par Moto Hagio, c'est juste une évidence. J'ai mis déjà la main sur le Clan des Pots en 2023, qui est plutôt un titre fantastique. Je ne l'ai pas encore vraiment lu, et je dois vous avouer que Barbara me hype beaucoup plus que le Clan des Pots, même si j'imagine que le Clan des Pots sera quand même une bonne lecture. Mais voilà, j'ai très très hâte de pouvoir lire Barbara. En 8e position de ce top, on retrouve S of Diamond. C'est un titre qui va paraître chez Mangetsu, qui fait 47 volumes au Japon terminés, et qui a d'ores et déjà une partie 2, elle aussi terminée en 34 volumes au Japon, rien que ça. C'est un titre de Terajima Yuji, il n'y a pas encore de date française pour la parution du premier volume, j'imagine que ça devrait sortir pour la deuxième moitié de l'année 2024. S of Diamond, il s'agit d'un shonen sportif dans lequel on suit un lanceur d'un club de collège de campagne, très doué, qui va se faire recruter par une grosse école tokyoïte, un gros lycée, et qui va devoir s'y faire sa place pour pouvoir participer aux grosses échéances que vous connaissez dans tous les shonen sportifs du genre. Alors pourquoi ce titre m'intéresse ? Déjà, il faut savoir que je suis un très très grand fan de baseball, et de manga sur le baseball, ou même plutôt d'animes pour le coup, parce qu'à l'époque, j'en regardais beaucoup des animes sur le baseball. J'ai notamment Major qui m'a profondément marqué et qui est probablement mon animé préféré. Et également Okiku Furikabute, je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu, mais c'est un animé sur le baseball que j'avais adoré. Et donc clairement le thème du baseball, moi c'est quelque chose vers lequel j'ai directement envie d'aller. J'ai pas encore lu les Adachi sur le baseball, mais ça arrivera un jour ou l'autre. La deuxième raison pour laquelle S of Diamond m'intéresse, c'est que c'est un shonen sportif qui est véritablement culte en fait au Japon. Peut-être pas autant que Major, mais vous vous doutez bien que si la série fait 47 volumes avec une deuxième partie en 34 volumes, c'est vraiment un titre qui pèse là-bas. Et c'est un titre qui va peut-être avoir un peu de mal en France. S'il vous intéresse, il faudra vraiment pas hésiter à le soutenir.
Troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est que c'est un titre qu'à l'époque j'ai déjà pu lire un petit peu en scan, déjà pu regarder un petit peu en animé, et j'ai toujours fini par laisser tomber parce que je supporte plus de lire des scans, et c'était bien avant qu'on puisse imaginer qu'il sorte un jour en France, sinon je l'aurais pas forcément lu en scan. J'ai de plus en plus de mal aussi avec les animés, j'arrive pas à rester focus sur un animé en fait, mais pour autant je suis à peu près sûr qu'une fois que j'aurai les volumes reliés en main, je décrocherai plus du titre en fait. Et donc j'ai envie de lui relaisser sa chance par l'intermédiaire de cette édition en France. Et pour le coup, je remercie Mangetsu de se lancer dans des projets aussi ambitieux. J'espère vraiment que ce sera couronné de succès pour eux. On continue avec la 7ème place de ce top et il s'agit de L'Aigle écarlate et le Yeti qui va paraître chez Naban par Shirakaba Shiyako au dessin et Emoto Mashimesa au scénario, et les tomes 1 et 2 sortiront simultanément le 26 janvier 2024. A noter également que la série s'est terminée récemment au Japon en 10 volumes. De quoi ça nous parle, L'Aigle écarlate et le Yeti? Dans des terres de grand froid d'un monde de fantaisie, on suit la vie quotidienne d'un noble et d'une ancienne guerrière plus âgée que lui, qui se sont mariés sur un accord de principe et qui vivent une vie simple et paisible faite de chasse, de cuisine et de découverte de l'un et de l'autre. Pourquoi ce titre m'intéresse? D'abord, on est sur ce fameux mélange tranche de vie fantaisie que j'aime tant, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait. La tranche de vie twistée par un peu de fantaisie ou un peu de SF, c'est quelque chose qui me plaît tellement. Et donc là, on est en plein dedans. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est qu'on est sur une romance qui a l'air très agréable entre deux personnages qui ont déjà du vécu, et ça fait aussi plaisir. Et ça a vraiment l'air d'être tout doux, très chill, le genre de titre qui fait clairement passer un bon moment. La troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est le fait qu'il soit ni trop long, ni trop court, 10 tomes c'est parfait pour ce genre de série, et à noter également que je crois qu'il est adapté d'un roman à succès au Japon. Info à vérifier parce que j'ai pas bien fait mon travail sur cette question. On enchaîne avec la 6ème place de mon top, et c'est un titre qui s'est véritablement retrouvé propulsé à cette place parce que j'ai appris son existence assez récemment, il y a moins d'un mois en fait. C'est un titre qui va paraître chez Kana de Aoi Mamoru, qui s'appelle L'Enfant en moi, et qui est toujours en cours au Japon avec 7 volumes. Et pour ce qui est de sa parution chez nous, le premier volume paraîtra le 12 janvier 2024. Non mais vraiment, ce mois de janvier, c'est la folie. Dans L'Enfant en moi, on suit le quotidien d'un couple de lycéens dont la vie va être bouleversée suite à une grossesse accidentelle. La première raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est cette thématique de la grossesse adolescente qui me semble vraiment être assez peu vue en manga, et qui a une thématique super intéressante en fait, qui peut soulever tout un tas de questions, et qui, si elle est bien traitée, peut donner lieu à une histoire vraiment brillante. Donc c'est vraiment des thématiques qui m'intéressent, ouais. La deuxième raison, c'est que, en m'étant un peu renseigné sur le titre, ça a l'air très humain, très touchant, très bien traité, porté par un trait doux, j'ai vraiment de grandes attentes. Comme je vous le disais, ce titre il s'est retrouvé propulsé assez haut dans Stop, alors que ce qui arrive derrière c'est vraiment du très très lourd. C'est un peu l'outsider de Stop qui finalement est pas très loin des grands favoris. Et la troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est qu'il s'agit d'une autrice, donc Aoi Mamoru, dont la précédente œuvre semblait déjà assez intéressante. Il s'agit de Lovely Friend Zone qui est en cours en France et au Japon en 7 volumes. Je sais plus c'est publié chez qui, peut-être également chez Kana, à vérifier. Mais j'ai vu des retours assez sympathiques également sur sa première série publiée chez nous, donc ça me conforte dans le fait qu'il y a toutes les chances pour que L'Enfant en moi soit très bien traité et un très bon titre. On enchaîne avec la 5ème place de mon top, ça commence à être du très très sérieux, et il s'agit de Venus Wars, qui va être publié chez Naban, encore un titre de Naban. C'est un titre de Yasuhiko Yoshikazu, qui est terminé en 4 volumes au Japon depuis longtemps, on est sur du patrimonial, et le premier volume sortira le 22 mars 2024. Venus Wars est un titre de SF qui se passe dans une réalité alternative, dans laquelle, en 2003, Vénus devient habitable, suite à différents événements. 80 ans plus tard, on suit deux puissances qui s'y opposent, et plus particulièrement le destin d'un jeune pilote de moto, donc moto dans le sens sportif, qui va être réquisitionné pour la guerre qui se dessine, et qui va devoir devenir pilote d'un autre genre de véhicule. Pourquoi est-ce que Venus Wars m'intéresse? La première raison, c'est très clairement Yasuhiko Yoshikazu, qui est quasiment l'auteur qui me hype le plus en fait en ce moment. On a Arion, qui est paru en 2023, chez Naban également, et dont j'ai bien l'intention de lire la fin avant la fin d'année pour pouvoir potentiellement l'ajouter à mon top. C'est également l'auteur de Gundam The Origin, qui est l'une des séries également qui me hype le plus, dont j'ai pris récemment le premier tome de l'édition US qui est sublimissime et qu'il faudrait très clairement que je lise. Et donc ouais, cet auteur, j'ai envie de découvrir son travail, j'ai envie de découvrir tout ce qu'il a pu faire et qui paraîtra chez nous. Et donc c'est la raison principale pour laquelle Venus Wars m'intéresse.
La deuxième raison pour laquelle j'ai envie de lire Venus Wars, c'est qu'il s'agit de SF qui a l'air ultra solide, et comme je vous le disais sur des œuvres précédentes, j'ai de plus en plus envie de lire de la SF. Et la troisième raison, info à confirmer, mais je crois qu'il s'agit aussi d'une adaptation un petit peu d'un classique de la littérature SF japonaise, et en tout cas pour sûr le titre a une très très grosse réputation au Japon. Je pense bien supérieur à Arion à vrai dire, peut-être que je me trompe mais c'est ce que j'ai cru comprendre, et donc franchement j'ai qu'une envie moi, c'est de découvrir Venus Wars, j'ai vraiment hâte que ça arrive chez nous. On enchaîne avec la 4e position de mon top, donc un titre qui échoue au pied du podium, mais c'est pas vraiment une défaite en soi, c'est une excellente place. Il s'agit de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. C'est un titre de Yuki Kodama, qui est terminé en 10 volumes au Japon, qui va paraître chez Mangetsu, avec la sortie simultanée des tomes 1 et 2 le 14 février 2024. Et la date n'a pas été choisie au hasard. Dans The Blue Flowers and the Ceramic Forest, on suit, dans la ville d'Asami au Japon, dans laquelle l'artisanat est central, la rencontre de 2 artisans, l'une peintre sur porcelaine, originaire de la ville, et l'un céramiste de talent fraîchement arrivé, et on va avoir l'occasion de découvrir leur opposition de style initial et leur rapprochement. Il s'agit d'un titre de romance et de tranche de vie. Pourquoi est-ce que ce titre m'intéresse ? Alors ce titre il m'intéresse tout d'abord parce qu'il s'agit d'un titre de Yuki Kodama, une autrice qui m'intéresse énormément, dont j'ai déjà pu vous parler dans mon épisode précédent pour Kids on the Slope, qui est un titre que j'ai énormément envie de lire et qui j'espère sera réédité prochainement chez nous. J'ai également lu de la part de l'autrice le recueil d'histoires courtes Chisako Garden paru chez Vega que j'avais beaucoup aimé, et très clairement c'est une autrice dont j'ai envie de découvrir tout ce qu'elle fera. Et d'ailleurs je crois qu'elle a un titre fantastique qui paraît actuellement au Japon et qui a l'air super intéressant aussi. J'ai plus le titre qui me vient en tête là, mais c'est un titre sur lequel je vais me renseigner également prochainement. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est le thème de l'artisanat. C'est un thème qu'on voit très peu en fait, et qui moi personnellement m'intéresse beaucoup, d'autant plus quand c'est relié à la culture japonaise, et donc très clairement, rien que pour ça, j'ai envie d'y aller. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui intéresse grand monde, mais moi ça m'intéresse, et le manga sait nous prouver régulièrement qu'il peut nous passionner, peu importe les thématiques, même si c'est des thématiques qui à la base nous paraissent un petit peu en marge, ou qui nous intéressent pas forcément, le manga a ce chic pour nous passionner pour des choses pour lesquelles on n'aurait pas pensé avoir de l'intérêt, tout simplement. La troisième raison, un peu comme l'Aigle écarlate et le Yeti dont je vous parlais plus tôt, c'est le fait que la série soit terminée en 10 volumes. C'est ni trop long, ni trop court pour ce type d'œuvre, c'est une durée que je trouve parfaite, et donc très clairement, j'ai envie d'y aller dès que ça sortira. On arrive véritablement aux places d'honneur, donc à la 3e place de ce top. On retrouve un titre qui je pense ne fait pas nécessairement partie des attentes principales de beaucoup de monde, mais pour moi c'est le cas en tout cas, c'est The World is Dancing de Mihara Kazuto, un titre qui est terminé en 6 volumes au Japon, qui paraîtra chez Vega Dupuis le 5 janvier 2024, du moins son premier tome. D'ailleurs il s'agit d'un auteur ou d'une autrice, je crois que c'est une autrice mais à vérifier, qui n'a jamais été publié chez nous. Dans The World is Dancing, on suit la vie d'un jeune garçon qui deviendra le créateur historique du théâtre de No. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce titre ? Tout d'abord, l'aspect biographique. Bien que j'imagine que ce soit clairement romancé, on suit la vie d'un personnage qui a réellement existé, qui a été, d'une certaine façon, le père fondateur du théâtre de No, et ce genre de titre un petit peu biographique, c'est quelque chose que j'adore. La deuxième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est que j'imagine qu'il va nous faire découvrir un pan qui est extrêmement important de la culture japonaise, en fait, donc le théâtre de No. Je serais incapable de vous résumer ce que c'est, mais vous en avez forcément déjà vu dans une œuvre ou une autre. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir sur internet ce dont il s'agit. Je pense que dès que vous verrez un ou deux visuels, ça évoquera automatiquement des images en vous. Et donc moi à l'heure actuelle, j'y connais pas grand chose au théâtre de No, et donc je suis vraiment curieux d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. La troisième raison pour laquelle ce titre m'intéresse, c'est parce que le trait me plaît beaucoup en fait. C'est un trait qui est pas forcément des plus réalistes, qui me fait un petit peu penser au trait de Primal Gods in Ancient Times, qui paraît également chez Vega Dupuis, qui n'est pas du même auteur. Mais ouais, c'est un trait qui, sur le papier, a l'air de pas mal me plaire. Et donc, pour toutes ces raisons, j'ai vraiment hâte de découvrir The World is Dancing. À nouveau, un titre qui paraît en janvier, et vous verrez que c'est aussi le cas du prochain titre dont je vais vous parler. J'insiste dessus, mais ce mois de janvier, c'est fabuleux, quoi. On enchaîne avec la 2e place de ce top, et je pense que si vous me connaissez un peu, vous devinez peut-être déjà de quel titre il s'agit, et également du titre qui va truster la première place. Et donc, 2e place de ce top, il s'agit de Crescent Moon Dance with the Monster, un titre de Kazuhiro Fujita, terminé en 6 volumes au Japon, qui va faire partie de la collection Black Museum, chez Kiun, et dont le premier volume va paraître le 4 janvier 2024. Alors les titres de Kazuhiro Fujita sont pas toujours simples à pitcher. Ici on est sur un titre qui va présenter de manière romancée et empreinte de fantastique la vie de Mary Shelley,
qui est l'autrice de Frankenstein, et plus particulièrement on va suivre l'autrice qui, malgré le succès critique de son œuvre, a du mal à joindre les deux bouts, et à qui on va proposer de s'occuper d'une créature qui a quelques points communs avec sa création, donc Frankenstein, et elle va avoir pour mission en fait de la rendre présentable pour un certain événement qui va être organisé par la reine Victoria. On est toujours dans ce Londres à l'époque victorienne, comme dans tous les autres titres en fait du Black Museum, et ça va être l'occasion pour Fujita de faire quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire mélanger fiction et réalité. Pourquoi est-ce que ce titre m'intéresse ? Alors évidemment, parce qu'il s'agit d'un titre de Kazuhiro Fujita, qui est pour moi un véritable génie d'inventivité, mon auteur préféré. D'ailleurs, en parlant de Kazuhiro Fujita, j'aimerais bien, dans le cadre de ce podcast, sortir un jour un épisode sur Kazuhiro Fujita, un épisode assez travaillé sur sa vie, son œuvre. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. Si je le fais, je m'engage à vraiment pas le faire à moitié. Je pense qu'il y aura un gros travail de documentation à faire en amont, parce qu'on n'a pas forcément 50 000 sources en français, donc il va falloir aller chercher un petit peu sur des sources en anglais, ce genre de choses. Mais voilà, Kazuhiro Fujita, c'est une raison qui se suffit à elle seule pour acheter n'importe quel titre à mon sens en fait. Malgré tout, il y a d'autres raisons pour lesquelles ce titre m'intéresse, il y en a plein d'autres. La deuxième, c'est qu'il s'agit du retour de la collection Black Museum, collection par laquelle j'ai découvert Fujita il y a des années et des années. C'est une collection que j'aime tout particulièrement. Et à nouveau, voilà, je vous ai parlé du synopsis, on a des thématiques qui s'inscrivent parfaitement dans cette collection. Clairement, ça me hype trop, j'ai trop hâte de le lire. Et la troisième raison, c'est qu'il s'agit d'une série ni trop longue ni trop courte, mais elle est quand même un peu plus longue que les autres séries du Black Museum, et honnêtement, c'est pas pour me déplaire. Même si j'aime aussi Fujita sur des formats courts. On avait Springald en one-shot, on avait Ghost and Lady en 2 volumes, un diptyque. Et là, 6 volumes pour ce titre, ça me paraît super. Je pense que Fujita va avoir un peu plus l'occasion de développer ses personnages, les enjeux, etc. 6 volumes pour un titre du Black Museum, ça me paraît vraiment être une durée idéale. Et donc voilà, je pense que vous l'entendez à ma voix, mais j'ai trop hâte de lire Crescent Moon. En première place de ce top, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de suspense, on retrouve Subutei, à nouveau un titre de Kazuhiro Fujita, terminé en 25 volumes au Japon, qui va paraître chez Mangetsu. Le premier volume sortira le 13 mars 2024. A noter qu'il va s'agir d'un format agrandi à moins de 10€ le tome, donc je suis assez hypé par le format. Alors c'est un titre qui est pas facile à pitcher. Quand je m'y suis essayé, je me suis un petit peu cassé les dents. Je vais quand même essayer de le faire, ce sera peut-être un petit peu plus long pour les autres œuvres, mais bon, c'est la dernière donc ça va, on est bientôt à la fin, rassurez-vous. Dans Subutei, on suit Rokuro, qui est un jeune garçon qui emménage avec son père dans un manoir qui s'appelle Subutei, qui est un lieu mystérieux à Tokyo qui existe depuis l'ère Taisho et qui a la réputation d'être hanté. Il va notamment rencontrer Tsutomu Takoa, un auteur fauché de livres d'images pour enfants, qui vit dans un appartement bon marché à côté du manoir. Et c'est marrant parce que j'ai très clairement l'impression qu'on va retrouver une dynamique Narumi Masaru dans Karakuri Circus, et je vous avoue que c'est pas pour me déplaire. Je poursuis le synopsis. Un jour, le père de Rokuro, il va être consumé par un être provenant d'un portrait à l'intérieur du manoir. Il va s'en suivre toute une série d'événements plus mystérieux les uns que les autres, et Rokuro va se lancer dans une mission pour détruire ce fameux manoir qui semble indestructible. Ça paraît un petit peu fouillis là tout de suite le synopsis, je vous l'accorde, mais Kazuhiro Fujita il a tellement le chic pour partir d'un synopsis qui semble un petit peu abracadabrant et pour en faire des merveilles, et j'ai aucun doute sur le fait que ça va être le cas pour Subutei. Donc pourquoi ce titre m'intéresse ? La première raison c'est la même que pour Crescent Moon, c'est Kazuhiro Fujita, je vais pas rentrer plus dans le détail, je pourrais redire exactement la même chose. La deuxième raison pour laquelle Subutei m'intéresse, c'est qu'il s'agit d'un titre avec un cadre spatio-temporel différent du Black Museum, mais qui conserve une vibe un petit peu horrifique similaire que Fujita maîtrise à la perfection. On est sur une ambiance qui est différente, qui semble être différente de ce qu'on peut avoir dans Karakuri Circus ou dans Moonlight Act, et je pense que Fujita peut littéralement y faire des merveilles. La troisième raison pour laquelle cette série m'intéresse, c'est que c'est une série qui est assez longue sans non plus être sur une longueur délirante, mais ça va permettre à Fujita de prendre le temps de développer son univers, développer ses personnages, les faire évoluer ainsi que leurs relations comme il sait le faire, pour mon plus grand bonheur, et franchement je pense que ça va être juste incroyable tout simplement. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation de mes attentes pour l'année 2024. À nouveau, il y avait pas mal de choses. Comme vous avez pu le voir, le début d'année va être totalement fou. Franchement, j'espère presque qu'on va pas avoir 50 000 annonces encore tout au long de l'année, avec d'autres titres hyper intéressants qui paraissent, parce que ça va être juste impossible de suivre le rythme en fait. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Natsukashi. J'espère que vous aurez pu découvrir des titres qui sauront vous combler en 2024.
Avec cet épisode, on s'est projeté vers 2024, mais avant de s'y diriger sereinement, il conviendra quand même de clôturer 2023 en beauté, et c'est ce que je vous proposerai de faire avec le prochain épisode du podcast dans lequel je vous parlerai de mes tops 2023. Donc restez connectés et prenez soin de vous. À très vite sur Natsukashi, le podcast manga.